merci aux ordinateurs visibles, et puis aussi aux invisibles, hein, on en parlait tout à l'heure. Merci à ceux qui ont éclairé, préparé la salle, surveillé le son, ceux qui vont débarrasser les tables et nettoyer, parce qu'en fait, ils prennent soin de notre monde commun aussi, quoi, donc il ne faut pas les oublier. Donc on m'a demandé de conclure, donc c'est vraiment un gros inconvénient parce qu'il y a énormément de choses. Ça a un avantage, c'est que j'ai écouté toute la journée. J'ai pris des notes, j'ai pris quelques points sur l'ordinateur et c'est extrêmement important pour moi. Donc je suis Bruno Delaportage, je suis médecin mais je connais bien la philosophie. En fait, dans mon service, j'ai mis en place des réunions de philosophie appliquée depuis 10 ans. C'est-à-dire quand il y a des dilemmes indécidables, par exemple, une personne, est-ce que c'est de l'acharnement thérapeutique, elle est complètement délabrée, elle voit plus, elle marche plus, elle a une aphasie, est-ce qu'on arrête les traitements ? Si on arrête les traitements, est-ce que c'est un homicide ou pas ? Comment être sûr que ce ne soit pas un homicide ? Est-ce que parce qu'un médecin a toute sa puissance technique, il peut faire ce qu'il veut sur une personne vulnérable ? Où est la limite ? Donc on a en médecine comme ça des dilemmes insurmontables. Et donc ce que je fais, c'est que je prends toute l'équipe et il y a primauté de la fonction sur le sujet. Tout le monde a le même pouvoir décisionnel. Et d'ailleurs, ça ressemble beaucoup à l'exposé de Lydie Dayan. En fait, je fais un forçage. Les aides-soignants commencent par parler, puis les infirmières, puis les médecins. Et puis, je demande à ce qu'il y ait des règles de distribution de parole. Donc chacun demande la parole, et si le chef de service qui a beaucoup de bagou et qui dit des choses intéressantes veut parler à nouveau, il ne peut plus parler, parce qu'en fait, l'aide-soignante a demandé la parole. Et ce qui est intéressant, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, après je vais faire la conclusion, là je suis parti sur autre chose, je fais un peu de jogging pour m'échauffer, parce que la conclusion ça va être plus compliqué. Et donc en fait ce qui est intéressant, c'est que finalement, dans ces réunions, il y a deux rationalités. Il y a une rationalité scientifique, qu'on connaît bien, il y a un problème, une solution, là les médecins sont plus forts, ils ont fait 10 ans de formation, ils sont plus forts, puis il y a une rationalité morale, c'est-à-dire qu'en fait il faut mobiliser une expérience de vie. Et là c'est très intéressant parce que parfois il y a des aides-soignantes qui ont une grande expérience de vie, qui sont en fait plus profondes ou plus intéressantes que le médecin qui a beaucoup de bagou. Elles ont moins de vernis, moins de langage, mais enfin on s'aperçoit que c'est très inversé, où il y a des médecins très techniciens qui sont vraiment très creux en termes d'expérience. Donc il y a ça qui circule. Et puis ensuite, on s'aperçoit que le fait de parler, en fait, ça crée des estimes, des considérations, et que finalement, parler, c'est un acte de soin qu'on porte sur les soignants. Et donc, en fait, ces réunions, c'est vraiment des actes de soin qu'on porte sur les soignants. Et ce qui est très intéressant avec la philosophie, c'est qu'en fait, on part d'une situation médicale et on essaye de passer au concept ou à la thématisation pour revenir à la situation. On essaie de penser la vie du service pour ensuite vivre la pensée qu'on a eue ensemble, quoi. Et donc c'est un acte qui permet d'amener, comment dire, ça ravive le sens, ça relance l'imagination, parce qu'en fait on amène quelque chose d'hétérogène à la vie du service. C'est-à-dire que c'est hétérogène au niveau du langage, c'est pas le langage technicien, c'est quand même une mobilisation de mots neufs, de mots nouveaux. C'est une hétérogénéité en termes de temporalité aussi. Dans un service, il y a un temps chronométrique répétitif qui use. On ne sait plus où est le sens de nos pratiques quand une personne décline. Et là, on amène un temps vertical, un temps qui réouvre les possibles, et un temps finalement où on passe du réflexe à la réflexion. Voilà. Donc c'est ces réunions, en fait, voilà, c'est juste pour vous dire que mon activité en termes de soigner les soignants, il consiste à, lorsque les personnes sont très vulnérables, des malades, en fait, l'équipe devient vulnérable, comme on le disait, et en fait, il faut faire attention parce qu'il faut rendre l'équipe vulnérable une équipe capable, une équipe qui retrouve son estime, et la solution que j'ai trouvée, c'est de les faire passer, de créer des temps de suspension prolongés, où on puisse, comme ça, mettre en mots tout ce que l'on ressent. Voilà. Alors, donc, pour la journée, moi, ça m'a énormément intéressé. Je trouve ça fabuleux de pouvoir avoir justement un temps de suspension, un temps de rencontre qui ouvre des possibles, et je vais sans doute y repenser longtemps après sur beaucoup de petits détails. Donc, disons que il y a à l'hôpital une standardisation. Je vais reprendre un peu ce qui se dit, puis m'arrêter sur des mots que j'ai entendus ou des notions pour les redire. En fait, à l'hôpital, on a une standardisation des pratiques de plus en plus envahissante avec un désenchantement des soignants. Donc, ce qui est intéressant, c'est ce constat, on peut l'imaginer, c'est-à-dire qu'il y a une prolifération de normes, d'indicateurs, de protocoles. Ça atteint la médecine, les recommandations, les guidelines, ça atteint la gestion, la T2A, le PMI, etc. Et en fait, on sent qu'il y a une mise en norme de l'homme dans notre médecine contemporaine. Il y a une mise en norme qui est très particulière, c'est-à-dire que ça entraîne finalement une dénégation de l'humain.
Et comme on le disait à la fin, derrière cette industrialisation des soins, en fait, il y a deux moteurs, ou trois moteurs très puissants. Il y a forcément la rationalité néolibérale, et on l'oublie, mais c'est vrai que c'est ça qui pousse à transformer les hôpitaux en usines à guérir. Et puis, il y a également la gestion du risque. C'est-à-dire que la gestion du risque, c'est qu'en fait, à force de tout contrôler, de tout mettre en norme, en petits bouts, en petits ronds, en fait, le réel de la rencontre, le réel du visage, le réel de l'équipe, c'est en fait tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne sent pas, tout ce qui est dans les interstices, tout ce qui fait des reconnaissances, des estimes, etc. Et les petits bouts qu'on met comme ça, les petits carottages du réel qu'on amène dans le CME, en fait, ça va dévitaliser la vie du réel. Ça va créer une dénégation de tout ce qui est vivant dans un service. Et c'est vrai qu'il y a des réunions, par exemple, de CME, en fait, ça pue la mort, quoi. C'est vraiment, on sent que ça dévitalise quelque chose. Et donc, cette standardisation entraîne un désenchantement parce qu'il y a beaucoup de gestion de risque, beaucoup d'accélération, beaucoup de rendement, beaucoup de déliaison. Et finalement, les soignants qui avaient choisi une vocation, comme on le disait tout à l'heure, pour prendre soin de l'autre, en fait, se retrouvent pris dans des logiques de fonctionnement et des logiques de répétition où ils ne savent plus ce qu'ils font, les valeurs de leurs actions, quoi. Et en réalité, on parlait du burn-out, c'était revenu à plusieurs fois. Je pense que dans ces cas-là, on fonctionne, mais on n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on fonctionne énormément, mais il n'y a pas cette existence en termes d'actes neufs et d'engagement. Donc tout ça pour dire que la journée, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que finalement, il y a un axe vertical qui serait en fait le faire des soins avec la technique, le calcul, les tableaux Excel, qui s'administrent avec toutes ces normes, et ça, il y a un axe vertical. Et puis, il y a aussi un axe horizontal. Et en fait, toute la journée, on a parlé de l'axe horizontal. C'est-à-dire qu'on a sauvé les valeurs du soin, et on a beaucoup moins parlé des valeurs de la gestion. C'est marrant, on est envahi par cet axe vertical, qui est dans la maîtrise, et en fait, on s'est beaucoup intéressé sur l'axe horizontal. Donc, je pense qu'une personne, un citoyen qui viendrait ici, serait étonné de voir que les soignants, dont on dit que ce sont maintenant des robots, des ordinateurs, etc., on n'ont parlé que de l'axe horizontal. Donc je trouve ça assez intéressant. Et finalement, les soignants, qu'est-ce qu'ils défendent ? Ils défendent dans leur valeur du... Voilà. Ce qu'il faudrait voir maintenant, c'est quelles sont ces valeurs du soin. Est-ce qu'on peut les thématiser philosophiquement ? De quoi on a parlé ? Déjà, il me semble que l'axe vertical, c'est un axe d'exactitude technicienne, là où l'axe horizontal, c'est un axe de vérité du sens, de vérité de la rencontre. Donc en fait, il y a probablement une tension entre exactitude et vérité, et c'est l'exactitude qui devient envahissante et qu'on confond avec la vérité du soin, la vérité du prendre soin. D'ailleurs, le soin, c'est un faire des soins et un prendre soin. Donc il y a un faire des soins technicien, très bien, il le faut, et un prendre soin. Et on s'aperçoit que les choses sont que c'est l'exactitude qui est devenue envahissante, les normes, les protocoles, pour de bonnes raisons, c'est une bonne chose, mais elle est devenue hégémonique en fait. Donc à être hégémonique, elle devient dévitalisante, quoi. C'est une pulsion de mort pratiquement, quoi. Et qu'en réalité, l'axe de la vérité plus horizontale, en fait, c'est là où est la source. C'est là où est la source de nos métiers. Et finalement, qu'est-ce qui se passe ? On a un axe vertical envahissant, alors que la source est plutôt dans l'horizontale, on va y revenir. Et le but, c'est absolument pas de disqualifier tout ce qui est technique, gestion, etc., parce que c'est très important quand même qu'il y ait une gestion du risque, qu'on puisse aller avoir une anesthésie générale sans prendre le risque de faire un voyage extrêmement dangereux, quoi. Donc c'est quand même important. Mais par contre, on s'aperçoit que le point d'appui primordial, c'est l'axe horizontal des valeurs du soin, qu'il faut mettre en tension féconde avec l'axe vertical. C'est-à-dire que c'est une tension dynamique, mais notre société, notre civilisation a inversé les points d'appui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une tension dynamique entre l'horizontal et le vertical, mais en sachant que la source est d'abord dans l'horizontal. Et finalement, on se retrouve avec une médecine où il y a un grand désenchantement, probablement parce que on aménage les canalisations de l'axe vertical, mais on ne libère plus la source. Donc en fait, on met des canalisations de tous les côtés, on essaie de mettre des trucs, des pipelines, et en fait, ça devient complètement irrationnel, quoi. C'est-à-dire que la rationalité qui envahit tout le champ devient irrationnelle. Pourquoi ? Parce que le moment est venu de libérer la source. Et je trouve que dans cette journée, ce qui est très intéressant, c'est que ça libère la source. En tous les cas, dans l'après-coup, on va s'apercevoir que ça remet un peu d'eau dans les canalisations et qu'il y a de quoi penser, il y a de quoi réfléchir. Alors, les valeurs du soin, donc, finalement, c'est la vérité du sens, la vérité de la rencontre, ce qui est différent de l'exactitude technicienne. Alors, attendez, j'ai écouté ce qu'on a dit toute la journée, là.
Voilà, et puis il y avait ce matin une jolie phrase, c'est que le sourire de l'aide-soignante n'est pas aussi considéré que la 8e ligne du tableau Excel. Parce que cette vérité, c'est aussi une vérité de la présence sensible. C'est une attention, ce sont des égards, c'est quelque chose qui ne se quantifie pas forcément. Et finalement, on s'aperçoit que cet axe vertical, qui est un axe de gestion, hein, vous avez vu, il y a du risque zéro, pour de bonnes raisons, mais quand il devient envahissant, ça devient complètement incroyable. Quand nous, en certification, encore une fois, je ne disqualifie pas, je dis l'envahissement. Il faut cocher le fait que si la personne a mal, on a bien donné le médicament et qu'on est repassé. Mais en fait, bientôt on va demander de cocher qu'on a bien dit bonjour à la personne qui est arrivée et puis valider, signer. Voilà. Donc, en réalité, quelle est la riposte à cette gestion du risque ? Quelle est cette riposte ? Quelle est la riposte de l'axe horizontal ? Ce que je me disais. Eh bien, il me semble que c'est en fait le risque de l'existence. C'est-à-dire le risque d'oser quelque chose. Et on a vu dans la journée qu'en fait, souvent, il est revenu l'histoire de l'innovation, ou même ce matin avec la Silicon Valley. C'est-à-dire qu'en fait, la gestion du risque, c'est bien, mais pousser au maximum, c'est une pulsion de mort, quoi. Hein. Et en réalité, ce matin, ils disaient que voilà, en Silicon Valley, ils innovent, ils s'exposent au réel, et puis s'il y a des erreurs, ça fait partie de l'aventure humaine. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut déployer des innovations, il faut accepter un risque de rencontre, etc. Je ne sais pas, par exemple, il neige maintenant l'hiver, on bloque le parc parce que s'il y en a un qui tombe et qui se casse le col des murs, c'est le maire qui est responsable. Très bien, mais après, on ne voit plus la beauté des flocons sur les arbres, les enfants ne peuvent plus jouer au toboggan sous la neige. Il y a une tension dynamique à garder entre la gestion du risque et le risque de la rencontre, le risque de la vie. Et donc c'est revenu souvent parce que finalement, on a beaucoup parlé d'autonomie. Moi, en fait, c'est pas un truc qui me plaît beaucoup, l'autonomie. Ça vient de Kant, de Rousseau, ça a été beaucoup repris en technique médicale. Mais en fait, parce que l'autonomie, ça peut faire un peu de la déliaison, quoi. En fait, on est une bille autosuffisante, on s'auto-gouverne, Et en fait, il était beaucoup question d'autonomie reliée, en fait. Hein. C'était à chaque fois des reliances, et c'est ce qui donnait le sens de l'acte neuf, de l'acte libre, c'était d'être relié et d'être dans un sentiment d'appartenance avec le réticulum dans lequel on était. Oui. Ils n'entendent rien. Ça va être très compliqué parce que j'arrive pas à faire deux choses à la fois. Voilà. Alors, donc, là, ça va mieux, là Non, il faudrait que vous parliez dans le micro si c'est Oh là 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 là. Là, c'est compliqué parce que je... D'accord. Alors, donc, j'en étais... Est-ce que vous pouvez... Une autre chose, comme je ne sais pas ce que je dis et que j'assiste à la naissance de mes idées, 5 minutes avant la fin, vous me coupez au milieu d'une phrase pour me dire qu'il faut que j'arrête. Pour que je... 10 minutes. Ensuite, on va donc le risque, voilà. Donc, et en fait, autonomie, on a insisté sur le fait qu'il fallait que, voilà, ça c'est super. Donc, non mais j'arrive pas, je m'entends plus là. Je suis mieux là. Donc, en fait, on a beaucoup parlé d'autonomie, les soignants qui devaient avoir des initiatives, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe dans ce truc-là ? C'est qu'on leur propose d'oser le risque d'un style, de ne pas être qu'un rôle social, mais d'être un style. On leur autorise le risque d'oser une liberté, d'oser un acte neuf. Et en fait, c'est dans le fait qu'il y a du risque de l'aventure aussi que ça se passe. Et ça, c'était un truc que je voulais dire. Ensuite, le burn-out, en fait, on en a parlé, mais c'est parce que les gens fonctionnent, ils n'existent plus. Et puis, on a parlé de la médecine narrative. Et probablement, c'est Paul Ricoeur qui dit que notre identité est narrative. En fait, l'homme ou la femme capable, c'est celle qui peut dire, qui peut se raconter, et qui peut promettre, et qui peut agir. Et il dit que c'est aussi se raconter. Et en fait, dans nos hôpitaux, on est en déliaison toute la journée, ça s'éparpille, on ne sait plus ce qu'on fait, où on va, il y en a qui en détachent complètement. Et en fait, le fait d'avoir une... En fait, ce qui manque, la riposte au burn-out, c'est des équipes qui construisent une identité narrative, qui a un récit, qui puisse raconter ce qu'ils font, et qui a un fil narratif. Alors, ensuite... Après, je voulais parler aussi de l'hospitalité, finalement. L'hôpital et l'hospitalité ont une étymologie commune. Et en réalité, une infirmière, elle est hospitalière, elle est dans l'hospitalité. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, on va accueillir, non pas l'étranger, mais on va accueillir l'étrangeté d'une pathologie, d'une personne malade. Et puis, elle va le faire rentrer de dehors de l'hôpital à l'intérieur, elle va lui offrir le gîte, le couvert. Donc l'hospitalité, c'est une valeur très importante qui circulait sans être nommée. Et effectivement, les soignants, en fait... sont dans une économie. Il y a l'économie monétaire,
Je te donne ceci, tu me donnes cela. Et puis il y a l'économie du don contre don. C'est Marcel Mauss qui l'a théorisé, c'est-à-dire je te donne ceci, tu me donnes cela, et la circulation, ça crée de la relation. Le but, c'est de créer de la relation, ça crée du pacte, ça crée de l'appartenance. Et on voit bien qu'en réalité, ce qui sauve les équipes, c'est ce maillage de don contre don. C'est-à-dire que c'est cette économie du don contre don qui fait riposte à l'économie monétaire. Donc il y a une économie monétaire, de l'équivalence, du droit, et puis il y a tout ce qui circule dans les mailles comme ça, et qui sont liés au fait que ce maillage de don contre don, en réalité, ça crée des reconnaissances réciproques, ça crée des sentiments d'identité commune, et ça crée des sentiments d'appartenance commune, de co-appartenance. Et probablement que tout ce qu'on a décrit de fourmillement comme ça et de maillage, en fait, c'est une riposte dans la mesure où c'est probablement la vocation première de notre humanité. Quand on prend l'anthropologie, le don contre don, c'est pas du tout être gnangnan, catho et donner, c'est anthropologique en fait. C'est des circulations qui créent de la relation, qui créent du pacte, qui créent de l'alliance et qui donnent une sens à nos vies. Donc il y avait aussi toutes ces valeurs qui ont circulé et qui sont encore une fois sur la vérité des échanges qui se produisent. Et probablement que l'hôpital a une pathologie de l'hospitalité maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'économie du don, on n'a que de l'économie gestionnaire. Et encore une fois, il faut que la source soit l'économie du don et contre-don en tension dynamique avec l'économie monétaire. Mais ça ne peut pas être une hégémonie de ça. Ensuite, il a été question souvent de responsabilité. Alors, la responsabilité, c'est intéressant parce que c'est ressorti énormément. Sur l'axe vertical, la responsabilité, c'est répondre de la loi, des normes et des protocoles. Et la responsabilité sur l'axe horizontal, c'est en fait répondre de l'autre en tant qu'il est vulnérable. C'est-à-dire, c'est une responsabilité très particulière, c'est-à-dire qu'on est kidnappé par la personne vulnérable. Elle nous recrute. Si quelqu'un l'a tombé dans l'escalier, ce que j'espère pas, hop, on va y aller, mais on ne répond pas à des lois, quoi. En fait, c'est une vocation humaine. Et donc, on sent bien que dans le mot responsabilité, il y a surtout ce décentrement sur l'autre, qui est une valeur très forte. Là où, en fait, répondre de la loi, des codes, c'est encore autre chose. Et actuellement, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a, on passe d'un gouvernement par la loi à un gouvernement par les protocoles. Et donc, on a des responsabilités par rapport au protocole. Et on nous fait croire que ce sont des responsabilités, mais c'est pas du tout ça. C'est qu'on passe de la responsabilité vis-à-vis de l'autre en tant que je pose un acte libre, qui donne du sens, à un geste qui exécute un protocole. Donc c'est-à-dire que cette responsabilité face au protocole, c'est une responsabilité qui nous contraint, qui nous bloque et qui nous enlève tout degré de liberté, quoi. Donc en fait, on a bien vu aussi que ce qui donnait le sens, c'était plutôt les choses qui sont horizontales. Et puis, donc, pas dernière chose, je m'arrête quand il ne reste plus que 5 minutes. Et puis ensuite, ce qui est intéressant, c'est le problème de l'imagination. En réalité, Paul Ricoeur, encore une fois, il dit qu'il y a l'idéologie et il y a l'utopie. L'idéologie, ce sont les normes établies, ce qu'on connaît, ce qui est ancien, le vieux monde, etc. Très bien, axe vertical. Mais aussi l'utopie. L'utopie, c'est-à-dire s'autoriser de nouveaux possibles, s'autoriser de réouvrir le jeu. Et en fait, on crève du fait qu'il n'y a pas assez d'utopie. Et donc là, c'est fabuleux, parce que même si c'est hasardeux, même si c'est sans garantie, on sent bien que les gens innovent. Et donc, ce qui rend aussi le sens, c'est l'imagination. C'est-à-dire de créer une tension dynamique entre l'idéologie et l'utopie, entre ce qu'on connaît et ce qu'on essaie de mettre en place pour faire émerger les choses. Donc je crois que l'imagination, c'était au cœur de toute la journée, même si ce n'était pas thématisé. En fait, l'imagination, c'est probablement le thème central de la journée qu'on a eu ici. Ensuite, si j'avais, et puis il y a autre chose qui sortait aussi, c'était au niveau du management, en fait, le problème de l'axe vertical, la direction, et l'axe horizontal. En fait, aujourd'hui, l'axe, c'est très vertical, descendant, ça a été dit. Et le problème, c'est qu'il y a deux mâles, il y a deux mots. Il y a un mâle qui est lié à l'axe vertical, c'est quelque chose d'un peu autocratique, on le sent dans les directions. Mais il y a un autre mâle, c'est le désengagement de l'axe horizontal qu'on sent. Aujourd'hui, les soignants c'est une masse inerte. En fait, on se désengage parce qu'il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus de maillage, etc. Donc, on est aussi responsable complètement du fait qu'on ne s'engage plus. Et là encore, il faut qu'il y ait une tension entre les initiatives et le vivre ensemble avec une direction, quoi. Donc ça, c'est quelque chose où on est complètement responsable de ce désengagement et du fait qu'on participe à une masse inerte qui n'a plus de dynamisme. Et alors, donc tout ça pour dire que ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement les soignants, et tout ce qu'on a dit ici, en défendant les valeurs du soin, en fait, ils défendent quelque chose qui est attaqué par la rationalité néolibérale. Et en fait, les soignants sont des grands combattants de la démocratie.
Ce sont des grands résistants de la démocratie. Et en fait, ils ont des formidables valeurs entre les mains. On l'a vu aujourd'hui. Mais pour cela, il faut le thématiser philosophiquement. Il faut voir qu'il y a de la vérité, il y a de l'hospitalité, l'économie du don, de la responsabilité. Il faut le thématiser. Mais en fait, on a un trésor qui n'est pas complètement exploité. Et en fait, les valeurs du soin sont des valeurs de la démocratie. On l'a vu pendant le Covid, quand tout le monde est devenu vulnérable, eh bien, en fait, on s'est rendu responsable. Et d'un coup, le soir à 20h, on a applaudi les soignants. Et qu'est-ce qu'on a applaudi? On a applaudi les valeurs du soin. C'est-à-dire qu'on a applaudi ce qui était invisibilisé, c'est-à-dire le care, pour le rendre visible. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens très libres, qui avaient des cravates et qui étaient les rois des animaux, là, ils étaient bloqués chez eux, et puis les soignants qui prenaient soin des corps étaient valorisés. Donc, je pense que le Covid, il y a une grosse valorisation qui a donné du sens. Puis après, il y a eu un ressac. Les sous sont pas arrivés. Puis après, on a pointé du doigt les infirmières en disant elles ne se vaccinent pas. Donc, il y a un problème de reconnaissance, quoi. Donc, la chose que je veux dire, c'est que ces valeurs du soin, en fait, sont des véritables valeurs de la démocratie. Et qu'aujourd'hui, on est dans un monde en multicrise. Il y a des crises écologiques, politiques, l'Ukraine, les machins choses, etc. Et on sent bien que le monde va pas bien. On est en période de grande désorientation. Et la question qui se pose, c'est comment penser et agir en période de désorientation. C'est une question qui se pose pour nous à l'hôpital, et c'est une question qui se pose pour tout le monde et pour les politiques. Et en réalité, il y a un ancien monde, c'est Gramsci qui dit, la crise, c'est lorsque l'ancien monde n'arrive pas à mourir et que le nouveau monde n'arrive pas à naître. Et là, on y est pile dedans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je crois que depuis le XVIIe siècle, on est basé sur un principe de rendement. On essaie de produire des objets pour augmenter notre confort. On a fait des contrats sociaux avec Rousseau pour essayer de redistribuer ça. La gauche le redistribue au profit des plus vulnérables, la droite au profit des plus méritants. Et en fait, le fondement, c'est le rendement. Et aujourd'hui, on va changer de civilisation. On a changé de civilisation. Le nouveau monde est là. Et d'ailleurs, je pense qu'on en est la preuve vivante, même si on ne l'a pas nommé. Le nouveau monde est là. Et ce nouveau monde, c'est un monde qui ne sera plus basé sur le rendement, mais qui sera basé sur le soin de notre monde commun. Et le soin de notre monde commun, c'est le soin de notre monde commun aujourd'hui, mais aussi futur. C'est le soin de notre monde commun à nous les humains, mais aussi aux non-humains. Et puis, c'est aussi le soin des personnes les plus vulnérables. Et on est d'autant plus responsable que les personnes sont vulnérables. Et en fait, il n'y a rien de plus responsable qu'un nouveau-né qui n'est pas encore né. Et donc aujourd'hui, notre soin consiste à prendre soin de ceux qui ne sont pas encore nés. Et donc je pense qu'on est en train de passer d'une civilisation du rendement, on peut appeler ça comme on veut, à une civilisation où il y aura deux valeurs centrales. Ça va être, la première valeur, ça va être qu'est-ce que le soin? Et là, on a un trésor à thématiser, c'est-à-dire qu'on a une véritable valeur à amener à la société et même à amener au refondement d'une civilisation, parce que le soin, finalement, c'est de la vérité de la présence, mais aussi de la présence avec la nature, le monde qu'on a. C'est de la responsabilité à l'égard de la personne malade, mais aussi à l'égard des écosystèmes vulnérables. Donc on voit que les valeurs du soin, on peut les élargir du visage, comme dirait Lévinas tout à l'heure, au paysage, quoi. Les valeurs du soin, on peut les porter du corps malade à la terre malade. On peut les porter à notre monde commun. Par exemple, l'économie de don et contre-don, qui crée l'hospitalité. En fait, la terre également est hospitalière envers nous. Elle nous donne des nutriments, de l'oxygène, il y a des circulations de dons et contre-dons dans les écosystèmes. Et donc, en fait, il y a tout un maillage qui se crée. Et aujourd'hui, notre sentiment de co-appartenance doit être élargi. En fait, il y a un saut civilisationnel. On va élargir de l'humain à la terre et au vivant. Et puis, soigner, c'est aussi rendre le monde habitable pour la personne vulnérable. Soigner, c'est rendre le monde habitable afin de repousser sa mortalité. Et aujourd'hui, la grosse valeur, ça va être l'habitabilité commune qu'on va avoir entre les espèces. Et donc, avec le soin, on a l'économie de don et contre-don, la responsabilité à l'égal du vivant, on a l'habitabilité commune. Et donc, voilà, pour terminer, je voulais dire que les soignants souffrent, mais ils résistent, et en fait, ils résistent et ils créent, et en fait, ils détiennent un trésor, mais vraiment, j'en suis convaincu, un trésor démocratique. Notre devise, c'est liberté. J'ai fini dans 1 minute, là. Notre devise, il faut que je boucle, ça, je vais arriver. Notre devise, c'est liberté, égalité, fraternité. En réalité, pendant le Covid, liberté, ça a été supprimé. Pendant le Covid, la devise républicaine, c'était valeur du soin, égalité, fraternité. Et valeur du soin, c'est en fait responsabilité, égalité, fraternité, responsabilité à l'égard du vivant. Et donc, il va falloir remplacer la liberté par la responsabilité à l'égard du vivant. Et je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Voilà, je vous remercie.